Après les manifestations occasionnées par le coup d'État du capitaine Ibrahim Traoré, Ouagadougou et Bobo Dioulasso sont de nouveau en ébullition ce 4 octobre. C'est la visite de travail de la délégation de la CEDEAO qui indigne et révolte. Ambiance et commentaires dans les deux villes du Burkina Faso à suivre dans ce journal. Dans ce journal, nous irons également à Djibour, dans la province du Soum, où le désespoir anime les populations. Elles ont faim et attendent toujours d'être ravitaillées depuis l'attaque du convoi qui devait les sauver de la famine. Elles ont donc encore donné de la voix pour que soit évité un drame humanitaire. Du sport également dans cette édition, nous vous parlerons du Tech Ball. Pour ceux qui n'en connaissent pas encore, sachez que c'est une synthèse de tennis et de football, une nouvelle discipline sportive qui tente de s'imposer ici au Burkina Faso. Tous les détails à suivre dans un court instant. Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci de nous choisir pour vous informer. En ce moment, une délégation de la CEDEAO conduite par l'ancien président Mamadou Issoufou séjourne dans la capitale, la Burkinabé, venue pour s'entretenir avec les nouvelles autorités suite au coup d'État du 30 septembre dernier. La rencontre tenue à huis clos n'a pas encore livré son contenu jusque-là, mais notre rédaction suit de très près l'évolution de ce conclave afin de vous informer. Une visite de travail de l'institution ouest-africaine qui fait grincer des dents au sein de l'opinion des Burkinabés remontés contre la politique de la CEDEAO vis-à-vis du Burkina Faso ont pris d'assaut les différentes voies d'accès à la salle des banquets de Ouaga 2000 où ont élu domicile le nouvel homme fort du pays et ses frères d'armes afin de manifester leur ras-le-bol face à la situation. Ambiance avec Océane Dabonné et Benjamin Kwame. Mardi 4 octobre 2022, alors que la délégation de la CEDEAO est déjà à Ouagadougou pour prendre langue avec le nouveau pouvoir, dans les rues, ça grogne. Sur cette avenue Pascal Zagré, menant au quartier général du capitaine Traoré et ses hommes, cette poignée de manifestants s'oppose à l'institution sous-régionale. Disons non à la CEDEAO, parce qu'il y a eu des morts à Djibo. À Djibo, des centaines de morts. Ils ont brûlé des vivres, des camions. La CEDEAO n'a rien dit. Et le premier, quand on a pris le pouvoir, les deux, la CEDEAO s'est précipité pour venir au Burkina. Nous ne voulons pas que les gens la meurent. Les gens la meurent beaucoup. Nous ne voulons pas ça. Les gens qui ont quitté, laissé leur maison. Et puis ils sont venus ici, ils n'ont rien à faire. Et puis il y a les autres qui mourent de faim là-bas. Donc nous, on est fatigués avec ce problème-là. Les CEDEAO ne peuvent pas parler de ça. Au lieu d'aider les gens là, de ne pas mourir là, ils ont tous laissé pour venir parler qu'il y a un coup d'État qui a fait ça. Nous, on n'est pas d'accord avec eux. C'est que nous... Il dénonce aussi une complicité entre la France et la CEDEAO. Nous savons tout ce qui se cache derrière la CEDEAO. Voilà, nous savons. Il y a des gens qui pensent que la CEDEAO est là pour sauver, aider les Africains. Non. Non, c'est ceux qui ne connaissent rien qui pensent cela. Voilà, sinon la CEDEAO est là pour détruire l'Afrique. Partout où il y a la CEDEAO, il n'y a pas la paix. Partout où il y a la France, il n'y a pas la paix. Si vous remarquez, les pays les plus pauvres en Afrique, c'est les pays colonisés par la France. La mobilisation pour s'opposer à la CEDEAO a débuté depuis hier, obligeant les nouveaux maîtres du pays à communiquer. Le MPSR, à travers un communiqué, a mis en garde contre tout projet visant à s'en prendre à la délégation. Il appelle les populations à lui faire confiance quant à la défense des intérêts du Burkina Faso. Malgré donc l'appel du capitaine Ibrahim Traoré, c'est le même son de cloche dans la capitale économique avec une manifestation plus gigantesque. À l'appel de certaines organisations de la société civile, plusieurs manifestants se sont réunis à la place Tiefo Amoro ce matin, non seulement pour dire non à la visite de travail de la délégation de la CEDEAO, mais aussi et surtout s'opposer à la présence française au Burkina Faso. Comme vous pouvez le voir sur les images, ils sont sortis massivement, les uns scandant sur place des slogans hostiles à la CEDEAO et d'autres sur des motos font le tour de certaines artères de la ville.
Pour être plus complet sur cette manifestation à Bobo, on apprend que des organisations de la société civile qui n'ont pas marqué leur accord pour ces mouvements d'humeur comptent tenir une conférence de presse cet après-midi même pour appeler les manifestants à surseoir à la manifestation. Le nouveau coup d'État qui engendre ainsi la présente mission de la CEDEAO, on se rappelle encore, le coup de force avait plongé Ouagadougou dans l'incertitude totale, donnant à voir une ville pratiquement morte les 30 septembre, le 1er et 2 octobre dernier. Eh bien, cette situation n'aura pas duré très longtemps. Depuis la démission, ce dimanche après-midi du lieutenant-colonel Damiba, la vie a repris peu à peu son cours normal. On voit tout cela dans ce constat signé Luc Pac-Belghem. Après 3 jours de troubles et d'inquiétudes suite au coup d'État du 30 septembre 2022, la vie reprend à Ouagadougou et la vie économique n'est pas en reste. Si ces marchés et banques étaient fermés ou au ralenti ces 72 dernières heures, ce lundi 3 octobre connaît une reprise de quelques activités. On a écouté les radios, le président a parlé, donc tout va bien maintenant. Donc le président Damiba a signé, c'était ça le problème. Comme il a signé maintenant, donc ça va. Bon, aujourd'hui le marché est repris. On est là, bon, il y a peu de marché, mais ça va aller. Comme on est là, bon, je sais que d'ici le soir, on va voir. Ouais. Mais les 2 jours, c'était comment? Bon, les 2 jours, c'était mou. On ne pouvait plus travailler. Vous voyez que... Voilà, donc, c'est ça. Non loin du marché de Gunguin, les banques ont réouvert et les activités connexes qui vont avec. Certains disent avoir fait partie des manifestants qui soutenaient le capitaine Ibrahim Traoré. Il était donc difficile de travailler dans ces conditions. Tout le monde est repris, mais comme le pays, ça ne va pas, rien ne paye, rien ne marche. Qui travaille? Qui gagne? C'est ça. C'est un tel qui doit venir payer. Mais tout le monde est chaud. Tout le monde est chaud. Donc, tu vois comment la population même est sortie avec les militaires. C'est pourquoi. Il y a d'autres même qui ne vont pas le faire, mais il y a d'autres qui sont... Nous, on est dormi avec les militaires. Pour que notre pays avance. Les stations d'essence qui avaient fermé par mesure de prudence ont repris également de service. La levée de la mesure de couvre-feu depuis le 1er octobre a favorisé le retour de certaines activités la nuit. Ça peut perturber les activités parce que tout le monde a peur. Personne ne veut sortir, venir se coiffer et puis avec les balles perdues qui circulent partout là, tu risques de te retrouver perdant. Avec la stabilité de la situation, ça va. On a au moins travaillé un peu dans la journée. Et puis voilà, on remercie le bon Dieu. On prie que la paix revienne au Faso. Les différents discours du MPSR appelant les populations à vaquer à leurs occupations ont rassuré des acteurs économiques. Ces derniers disent ne même pas avoir d'autres options que de chercher leur pitance quotidienne. Notre bureau régional dans les Hauts-Bassins a également fait le tour de la ville de Bobo-Dioulasso hier 3 octobre. Le moins que l'on puisse dire, c'est que l'activité économique y a également repris tout doucement. Les manifestants réunis au temps fort du coup d'État ont également fait preuve de civisme, a-t-elle constaté Majid Bakouan. Place Théophile Amoureux de Bobo-Dioulasso, lieu habituel de mobilisation des manifestants. Une place presque vide ce lundi 3 octobre. Juste quelques jeunes munis de balais essaient de nettoyer le lieu après les manifestations. Nous, on a été ici hier soir, quand on partait, c'était très sale. Et nous, on a lancé des vocales dans les groupes, dans tous les groupes. On a lancé des vocales. Vraiment, les gens sont venus, on a nettoyé, c'est vraiment propre. Voilà. Donc, on ne peut pas laisser le coin de la salle. Donc, au fur et à mesure, je pense que ça ne serait pas la dernière fois. Là, nous sommes au grand marché de Bobo-Dioulasso. En cette matinée, Elias Kébri espère encore l'arrivée du premier client de la journée. Fermé depuis le vendredi 30 septembre par mesure de sécurité en raison des manifestations, le grand marché de Bobo-Dioulasso a rouvert ce lundi. Pour l'instant,
la clientèle se fait rare. En fait, nous datons depuis vendredi. Le marché était fermé depuis vendredi. Nous sommes venus ouvrir aujourd'hui. Le marché est calme. Il n'y a pas trop de clients. Mais on a ouvert quand même. Bon, c'est à vrai dire, le calme est revenu. Puis maintenant, on est un peu serein par rapport au jour précédent. Mais le marché n'a pas encore démarré. Mais on espère qu'avec le calme, le marché va reprendre. Dans ce marché comme dans d'autres lieux de commerce de la ville, l'activité reste morose. Ici, dans cette gare de taxi, les choses tournent au ralenti. Voilà, on continue à faire avec 100%. On gagne juste quelques clients. Ce n'est pas comme les autres jours. Les gens ont peur de sortir. Nous-mêmes, on n'a plus le courage de sortir pour voir comment les choses vont se passer. Il n'y a rien, mais les gens ont peur de sortir. Dans les rues de la ville, certaines populations vaquent paisiblement à leurs occupations. Les Bobolais n'ont qu'un seul mot à la bouche, la sécurité pour la bonne reprise des activités. C'était là le constat d'une de nos équipes sur place à Bobo-Dioulasso. De retour à Ouagadougou, rappelez-vous, dès l'annonce de ce nouveau coup de force par le capitaine Ibrahim Traoré, ce nouvel homme fort annonçait également la suspension des activités des partis politiques et des organisations de la société civile. Quelle portée revêt cette décision? Quelles actions peuvent se permettre désormais les OSC et partis politiques du Burkina Faso? Quelles sont les implications de cette annonce? Autant d'interrogations qui taraudent les esprits et nécessitent une clarification. Selon certains analystes et juristes à qui Kwame Hervé Dapa a tendu son micro, suivons la quintessence de leur réaction. Elles font partie des toutes premières décisions prises par le MPSR2 aux premières heures du coup d'État de ce 30 septembre. 7. Toute activité politique est suspendue. 8. Toute activité des organisations de la société civile est suspendue. Les activités des partis politiques et des organisations de la société civile suspendues. Que renferme donc juridiquement une telle décision? C'est simple, hein. Dès lors que la Constitution est suspendue, il va de soi que les partis politiques qui ont leur source de légalité dans l'article 13 de la Constitution se trouvent frappés de façon exceptionnelle par des mesures exceptionnelles. Mais il y a le pouvoir réglementaire de l'exécutif, donc de l'autorité, qui va permettre de façon exceptionnelle à ce que ces partis politiques-là puissent mener des activités, mais bien cadrées en fonction de la situation du Burkina Faso qui est aujourd'hui dans un état d'exception. Ça, c'est l'appréciation de l'homme du droit. Quel est le point de vue de l'homme politique? Suspendre les activités des partis politiques ou des associations et du même coup vouloir inviter les forces vives à une concertation, cela me paraît un peu paradoxal. Donc toute liberté qu'on confisque est condamnable, ça il faut le dire haut et fort, mais je pense que au niveau des partis politiques, il aurait fallu peut-être être plus précis dans la nature des activités qu'on devrait suspendre parce qu'on n'a pas en tant que tel supprimé le parti politique en tant qu'organisation qui bien sûr a des avis à donner, constitue une force vive et peut être consultée dans l'intérêt même de ce pays-là. La question est donc celle-là. De quelle nature précise sont les activités touchées par la mesure de suspension au sein des organisations de la société civile? On essaye d'interpréter. Il ne s'agit pas des activités de réflexion. Nous produisons des études. Voilà, nous menons des discussions sur la gouvernance démocratique. Donc, on s'est dit, ce n'est pas ce type d'activités qui sont visées. C'est certainement les activités liées à la mobilisation populaire, pour arpenter les rues, etc., qui peuvent faire, ou des conférences de presse, de soutien ou de désapprobation. Bon, peut-être nous pensons plus à ce type d'activité-là parce que justement, il a besoin certainement d'une certaine sérénité pour pouvoir avancer. Donc, c'est pour ça qu'il a dû prendre ces mesures. Des mesures qui devraient connaître sans doute beaucoup plus de précision pour éviter
toute forme d'amalgame. Pour vous dire à quel point même ils urgent d'avoir un contenu, imaginez des organisations qui interviennent dans l'humanitaire. C'est leurs activités. Est-ce qu'aujourd'hui, ici, de dire qu'on suspend les activités en lien avec l'humanitaire? Non, je pense que le nouveau pouvoir lui-même veut qu'on accélère sur le terrain aussi de l'humanitaire, de la sécurité. Donc, c'est pour ça que nous pensons qu'il serait bien, ça ne concerne pas, selon nous, ça ne concerne pas certaines activités, mais il serait bien qu'il y ait un autre communiqué pour donner plus de précision. Sinon, toutes ces ONG qui interviennent et qui apportent au quotidien leurs modestes contributions pour permettre à notre pays de sortir de la situation pourraient faire une interprétation en se disant que ça nous concerne et en suspendant, par exemple, les interventions. Et ça, ce n'est pas une bonne chose dans le contexte actuel. Après le coup de force et les bruits des armes, place maintenant au débat. Malgré le coup d'État qui a fait planer le doute un tant soit peu sur la reprise effective des activités scolaires, hier 3 octobre, la plupart des établissements ont pu rouvrir leurs classes aux élèves. Les enfants de la région de l'Est n'étaient pas en reste, ou du moins ceux des zones où la vie est encore possible. Et c'est le gouverneur de la région qui est allé donner le top départ à l'école primaire Barnatanou du secteur 9 de la ville. Récit et montage, Justin Amonto. C'est le début de l'année scolaire 2022-2023 à Fadangromo, région de l'Est. Lancement officiel effectué ici à l'école primaire Barnatanou, au secteur 9 de Fadangromo. Une école qui abrite également le CG, la paix. Face à la situation actuelle du pays, coup d'État par ici, insécurité par là, les défis à relever par les enseignants deviennent nombreux et complexes. Il faut donc les encourager pour renforcer leur résilience. Et ça, les autorités de la région le savent. Nous sommes venus pour encourager les enseignants. Encourager les enseignants et leur dire également toute notre reconnaissance pour l'année écoulée. Malgré les difficultés, des résultats ont été engrangés. Et cette année, nous souhaitons en tout cas que, de par leur engagement, de leur disponibilité, qu'aucun de nos enfants ne reste encore sur les bancs de touche. Il faut que tous les enfants puissent également bénéficier de l'éducation. La région de l'Est compte plusieurs écoles fermées et des milliers d'élèves déplacés qu'il faut accueillir. Beaucoup d'élèves déplacés sont accueillis principalement dans la province de Gourma. Et je crois que depuis un certain temps, nous sommes en train de les recenser afin de procéder donc à la répartition de ces élèves-là dans les établissements. Nous sommes en train de travailler pour qu'au-delà donc des établissements qui ont fonctionné jusqu'à la fin de l'année passée, d'autres puissent ouvrir les portes. La réouverture des écoles fermées et la prise en charge de tous les élèves de la région nécessitent, selon ces acteurs de l'éducation, l'engagement de tous, y compris les autorités actuelles. Le nouveau coup d'État qui pourrait faire perdre de vue l'urgence de la situation humanitaire à Djibo. Et pourtant, la situation y reste inchangée, voire même pire. Les populations qui avaient placé tout leur espoir au convoi de vivres malheureusement attaqué à Gaskindé ne savent plus à quel saint se vouer. Elles ont donc battu le pavé ce dimanche pour exprimer à nouveau leur désarroi et surtout appeler à l'aide. Amadou Diko. Au moment où tous les yeux sont rivés sur le coup d'État du capitaine Ibrahim Traoré, à Djibo, c'est une crise humanitaire qui se vit. Depuis quelques jours, il n'y a plus rien à manger dans cette partie du Burkina Faso. En détresse, ces populations dont la plupart des femmes et des enfants ont battu le pavé dans les rues de la vieille cité du Djelgodi pour demander de l'aide aux autorités du pays. La faim est en train de tuer mes enfants. Nous, les adultes, on peut essayer de résister, mais les enfants ne peuvent pas. Nous sommes venus vous demander de quoi nourrir nos familles. Si d'ici demain rien n'est fait, nous allons tous mourir. On veut juste quelque chose à mettre sous la dent. Le convoi qui devait ravitailler la localité en vivres a connu des événements malheureux le 26 septembre dernier à Gaskindé. Une attaque des groupes armés a ciblé le convoi, faisant selon un bilan provisoire 11 militaires tombés, plusieurs blessés et des dizaines de camions brûlés. Impuissants face à la situation, sur les réseaux sociaux également,
des voix attirent l'attention des autorités à agir dans l'urgence avant que le pire n'arrive. Vous voyez ces bois, c'est ce que nous partons chercher en brousse malgré les risques et revenir ensuite les vendre pour acheter à manger. Aujourd'hui, quand tu pars dans une boutique, il n'y a plus rien à acheter. Tout est fini. Tu es obligé de revenir à la maison sous les pleurs des enfants. En plus de l'absence des produits de première nécessité, Djibo est également privé des réseaux de télécommunications, de l'électricité et du carburant. Une situation due au blocus imposé par les groupes armés depuis février 2022. Plusieurs organisations humanitaires qui assistaient ces milliers d'âmes ont aussi plié bagage. Pour l'heure, tous les espoirs de ces milliers d'âmes reposent sur les nouvelles autorités. Il faut donc agir et au plus vite. En mode sport à présent, et je vous emmène cet après-midi à la découverte d'une nouvelle discipline sportive, le tech-ball. Le tech-ball, pour ceux qui ne le savent pas, est une synthèse entre tennis et football. Elle a été créée en 2015 par 12 Hongrois, jouée dans plus de 122 pays de nos jours. C'est une discipline qui tente de s'imposer au pays des hommes intègres, nous dit Madi Zongo et Maxime Ilboudou. Le monde du sport burkinabé compte une nouvelle discipline, le tech-ball. Le tech-ball, c'est une discipline sportive qui se joue comme du tennis, mais avec une balle de football. La différence, c'est qu'il faut jouer sur la table. C'est une table cuvée, un peu rebondie, donc pour que la balle puisse rebondir et repartir vers l'équipe adverse, qu'elle puisse continuer le jeu. C'est une table qui fait 0,90 de hauteur, qui fait 3 mètres de long sur 1,50 m de large, traversé par un filet virtuel qui peut être vitré ou simplement ça peut être aussi en matière bois qui divise les deux terrains. Le tech-ball, qui est une combinaison entre le football et le tennis, exige une certaine aisance technique. Il faut avoir une certaine base technique pour pouvoir jouer au tech-ball. L'endurance n'est pas totalement nécessaire à 100%, mais techniquement, il faut être apte. Au tech-ball, ça se joue avec les pieds, la tête, sauf les bras, à peu près comme au football. Mais sachez qu'au tech-ball, il y a des règles très définies. Le nombre de touches de balle, le nombre de passes, et ce qu'il faut faire ou ce qu'il ne faut pas faire par rapport à la table qui est disposée de deux parties, qui sont deux parties, et un filet qui donne chaque partie à une équipe. Le premier responsable du tech-ball croit dur comme fer que sa discipline va prendre de l'ampleur en tant que porte de sortie pour ceux qui n'ont pas réussi au football. Absolument, nous croyons que cette discipline-là va prendre de l'ampleur parce que ça dérive du football. C'est des gestes de football et qu'il y a beaucoup de jeunes qui jouent au football. Tout le monde ne peut pas arriver au haut niveau. Ceux qui arrêtent ou qui n'ont pas la chance de continuer peuvent venir au tech-ball et c'est très intéressant, c'est un sport très attrayant. Nous avons des tables que nous avons déposées, pas un peu partout parce que la table coûte très cher. On a eu quelques tables qu'on a disposées là où il y a la jeunesse. Donc il suffit seulement de se renseigner, savoir là où se trouve un club ou une table, tu vas t'inscrire et tu joues. C'est pourquoi on est en train de former des entraîneurs pour pouvoir prendre en charge toute cette jeunesse-là qui voudrait se donner à la pratique de cette discipline. Comme au Burkina Faso, le tech-ball fait son petit bonhomme de chemin ailleurs en Afrique et dans le monde. La Fédération internationale de tech-ball a son siège en Suisse, à Lausanne. Mais sachez qu'au niveau africain, nous avons des pays voisins où le tech-ball est très avancé. Je peux dire la Côte d'Ivoire, le Togo et le Sénégal, le Cap-Vert, l'Afrique du Sud. Ce sont des pays en Afrique ici et beaucoup de pays maghrébins aussi, dont le Maroc et la Tunisie. Le Burkina Faso compte plus de 10 clubs fonctionnels dotés chacun d'une table. Et avant de nous quitter, cette information qui vient de nous parvenir, l'activiste Olo Mathias Kambou, membre du Balai citoyen, a été condamné à 6 mois de prison et une amende de 300 000 francs CFA, le tout assorti de sursis. En rappel, il avait été interpellé le 5 septembre dernier et déféré à l'Amako pour outrage à l'autorité publique. Et voilà qui met fin aux actualités de la mi-journée sur BF1. Merci de nous avoir reçus chez vous. Je serai très heureuse de vous retrouver demain, même heure, même canal, pour un autre point de l'actualité. D'ici là, ne zappez surtout pas, nos programmes se poursuivent. Bonsoir.